Donc petite voix off pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit dans la dernière vidéo. Si t'as pas été voir la première vidéo, je t'incite vraiment à aller la voir. Elle est super. Alors là, ça vaut le coup, hein. On va revenir un petit peu sur les caractéristiques des moteurs OS. Le OS qui est pour, on va dire, la référence en ce moment sur les pistes bitume. Le R2106, quand on regarde bien, il a bien un alésage plus petit de piston que la course du Vilebrequin. Ensuite, je vous ai sélectionné évidemment le VSB5 où on retrouve bien la course de 16,8 mm et l'alésage de 16,27. J'ai pris la Dame Drake numéro 3, tout simplement puisque c'est un des seuls qui reste sur le marché qui était en course carrée. Alors c'est pas une super carrée comme j'ai dit, 1640 par 1640. Ces moteurs-là ont vraiment existé chez OS, les courses super carrées. Et pour ceux que ça intéresse, ils viennent de sortir la version numéro 4 de ce moteur qui reprend la course longue d'origine OS en 16,80. Donc franchement, le nouveau Adam Drake, c'est un OS B2105 avec une culasse bleue et noire. Je vais vous remettre quelques photos de Vilebrequin, on les voit d'un peu plus près. J'en ai sélectionné quelques-uns dans ma collection, je vais vous mettre des photos pour bien que vous voyez les différences. Et sur ce, bonne vidéo, bonne partie 2, c'est parti. Alors, Donc on se retrouve pour l'ouverture d'un moteur. ouais, c'est ça. On va démonter, on va éviter de démonter ton VSB5 puisqu'il est prêt pour l'année prochaine. Non, on va démonter le B1 qui a fait toute la saison l'année dernière et une ligue cette année. La Pro Tour. Donc celui-ci. Celui-là, ouais. On va l'ouvrir, on va aller inspecter les roulements, le chemise piston bielle, voir où il en est dans l'usure, pour en faire un moteur, on va dire, d'entraînement pour l'année prochaine. Pour pas abîmer le B5. Voire moteur de pluie peut-être. Moteur pluie, moteur d'entraînement, enfin voilà. Alors celui-là, c'est un que j'avais modifié moi. Donc c'est à la base un VSB2, donc en 5 transferts. C'était la première version qui était montée en 5 transferts. Sauf que moi, j'ai préféré le remonter en 3 transferts. Donc comme il était comme le VSB1 originel, si tu veux. Sauf que le VSB1 n'existe plus. Par contre, on peut encore, avec Rodi, trouver la chemise correspondante à celui-là, sur son site. Donc j'avais chemisé ce moteur-là comme ça, et mon B3 aussi. Pour avoir un d'avance ou un de secours, avec les mêmes caractéristiques. Et garder vraiment le B5 au cas où, si j'avais besoin vraiment de beaucoup de couples, ou sur une très grande piste, comme à Dijon par exemple. Donc voilà. Donc là, on va ouvrir le B1, on va voir où il en est. Donc celui-ci, donc c'est un... Donc celui-là, réellement, c'est un VSB1. Oui. Et de base, c'est un VSB2. D'accord. Combien de transferts? 3. 3 transferts. Au lieu de 5. Bien. Ok. Donc, je vais te laisser nous montrer quelles sont les choses à faire et les choses à faire attention au moment de démonter. Voilà. Alors, le premier truc à faire quand on veut ouvrir un moteur nitro, on enlève la bougie. Puisque la bougie est un petit peu conique dans la culasse. Et en fait, le fait qu'elle soit serrée va peut-être nous gêner quand on va vouloir sortir la culasse du cylindre. Donc voilà, là on l'enlève, je vais l'enlever complètement hein, parce que on va pas s'en servir. Voilà. Et on commence par le haut et on finit par le bas. Donc là, on déculasse. Avec le bon tournevis. On essaie de travailler dans un endroit propre avec des outils en bon état. Toujours. Et on serre en, tu dois connaître ça, on serre en croisement, en croisé. D'accord, oui. Donc, comme beaucoup diraient, en étoile. Voilà. Mais moi, j'aime pas dire ça en étoile, puisque à partir du moment où il n'y a que 4 écrous, c'est pas une étoile. Hein. C'est juste croisé. Alors après, ça sert à rien de les serrer hyper fort, puisque vu que la culasse rentre dans le cylindre, ton étanchéité est là. Donc il faut que ça soit serré, mais ça sert à rien. On n'est pas sur
un moteur de voiture où on a besoin d'avoir un couple précis à serrer, puisque sur les voitures, on n'oublie pas qu'il y a de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une pression spécifique. Et pour ceux qui ont remonté des moteurs de 103, vous savez très bien que le fait de le serrer bien comme il faut, ça suffit amplement. Voilà. Et la plupart des joints sont des joints simples. Pour les plus anciens d'entre nous, rappelez-vous, c'est des joints en briques de lait. Hein. Donc bon. Voilà. Donc voilà. Pour sortir la culasse, soit des fois elle sort toute seule avec la compression, là elle veut pas sortir. Compression du coup sans la bougie. Donc sur cette culasse là, on peut voir par rapport à sa sœur qui est ici, elles n'ont pas la même marche, on va dire, le même alésage sur la partie extérieure. Ce qui explique que celle-là a un joint, on va dire, assez fin de décompression par rapport à celui qu'on regardait tout à l'heure, qui est vraiment plus épais. D'accord. Tu vois? Ah oui, d'accord, oui, on a vraiment un joint qui est très fin. Voilà. Oui, d'ailleurs, tu l'as un petit peu plié, celui-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Il était usé. De toute façon, il est usé. Voilà. Ensuite, pour sortir la chemise du cylindre, alors j'aurais pu le nettoyer un peu, mais là, c'est vraiment, il sort vraiment de l'année, donc voilà. On utilise un rilsan, tout simplement. Tac. Et on vient sortir notre chemise. Voilà, tout simplement. Ça vient vraiment tout seul. Donc, pour qu'on voie bien la sortie, vous voyez, il a juste, en fait, coincé le rilsan sur le transfert d'échappement, en fait. Et avec l'aide du piston, ça bloque la... D'accord, oui. Ça donc, se bloque là, ensemble. Si je le repousse, du coup, on se retrouve... Il retourne à sa place. Voilà. Ah oui, donc le fait qu'on monte, hop, le piston coince le rilsan, et c'est la montée du piston qui fait sortir le cylindre. Voilà. Ça arrive des fois que le colson casse. Oui. Auquel cas, on le plie en deux. Ou on peut mettre un petit cordon de veste, par exemple. D'accord, oui. C'est un peu plus solide. D'accord. Voilà, okay. Un lacet de chaussure, enfin ce genre de truc, mais pas métal sur métal, c'est très, non, c'est une mauvaise idée, bien sûr. C'est très précis. Oui, sinon, oui, on abîmerait le bord du piston. Voilà. Et... Pendant que je suis ici, on n'en a pas parlé, sur le cylindre, tu vois, il y a une petite saignée ici. Oui, pour le centrage. Et dans le carter, il y a une clavecte mécanabuse qui vient centrer en fait la chemise dans le carter. Une petite goupille mécanadus, oui. Voilà. Donc quand on va la réinstaller, il faudra faire attention à bien la centrer. Et si on le met à côté ou s'il n'est pas dedans, la chemise en fait va dépasser. Oui. Donc il faudra ressortir, d'ailleurs il faut que je le fasse, il faudra ressortir la chemise pour bien la centrer dedans. Oui, pour qu'on se retrouve avec l'échappement au bon endroit surtout. Ce serait bête d'avoir un cylindre qui est légèrement décalé et pas avoir la pleine sortie d'échappement ou la pleine entrée sur les conduits. Ça sert à rien du tout de chauffer le bloc pour se faire. Les laisser à 20 degrés ou une petite demi-heure avant de l'ouvrir, on peut le laisser sur le radiateur, histoire que tout l'aluminium soit chaud. Mais en général, tu vois, là, c'est sorti hyper facilement, donc pas de souci. Là, je mets d'un petit tournevis pour la dégager, voilà, pour pouvoir la choper à la main, et je tire en faisant des petits mouvements, tu vois. Et il a encore plein d'huile à l'intérieur, donc ça aide, ça facilite largement la chose. Donc là, tu as la chemise que moi j'ai mis dedans, donc c'est la 3 transferts, et ça, c'est vraiment celle d'origine du B2 qui était en 5. D'accord. Donc moi, j'ai juste changé cet élément-là. Je préférais le 3 transferts et je voulais réessayer cette année. Donc voilà. D'accord. Tu as aussi, sur les chemises, ça arrive des fois. Tu vois, il y a une petite trace ici. C'est rien du tout. C'est une réaction entre l'aluminium et le laiton. Ça fait une petite, pas cataphorèse, mais une... Je suis en train de chercher le mot. C'est de l'électrolyse. Électrolyse. La petite trace blanche ici, donc c'est juste que l'électricité est statique entre le cylindre le bloc en alu et le cylindre en laiton. Et ben en fait, il faut qu'il y ait une décharge thermique et statique. Et en fait, il faut qu'il y ait une décharge. Et du coup, c'est là où le contact se fait le mieux. Voilà. Donc apparemment, vous voyez, c'est sur cette petite trace-là. Voilà. Bon, on a la chance que ces moteurs-là ne tournent pas pendant 150 000 km et pendant 20 ans, donc on a rarement des trous. Mais si on veut aller jusqu'au bout des choses, eh ben, au final, on pourrait avoir un trou qui se forme, littéralement le laiton qui disparaît ou l'aluminium du bloc qui disparaît avec le temps. Voilà. Donc tu l'as surtout ici, et sur le arrière, tu vois, on en a une aussi ici, qui est le renfort du carter. Voilà.
mais c'est pas grave du tout, ça gêne pas du tout Ah ouais, non, la chose. Ensuite, on va enlever le bouchon, donc piston en haut. Donc on va revenir donc sur cette fameuse histoire de bouchon, avec la petite ouverture ici pour laisser passer la jupe du piston. Et donc c'est pour ça qu'on met le piston en haut pour éviter de se retrouver coincé. Là, surtout, le premier travail du bouchon, c'est de retenir la bielle. Vu que la bielle est ouverte, elle n'est pas emprisonnée, c'est le bouchon qui vient l'empêcher de sortir. Oui. Donc c'est pareil, il y a quelques rayures qui peuvent apparaître forcément sur le bouchon. Pareil, c'est pas grave. Et il y a surtout un jointerie. Tu vois, là on voit bien qu'il a été un petit peu rayé par la bielle, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de méchant, hein. Ça touche surtout la bague en bronze. Il y a un petit peu la bielle. Mais... Donc oui, là on le voit bien, hein, vous voyez. Et donc du coup, apparemment, vous voyez, c'est sur la partie du haut. Donc quand le piston est tout en haut, c'est là où la bielle a le plus de jeu, puisque c'est là où ça semble être le plus marqué sur ce bouchon. Et si je prends celui-ci, hop, vous voyez, la fente est là. Et ben là sur celui-ci, donc il est marqué un peu plus, vous voyez, en bas là. Il y a plus une marque en bas. Donc vous voyez, ça, vraiment, ça ne touche pas partout au même niveau. Non. Mais bon, les fameuses rayures, vous voyez, on les voit bien ici. Pour les plus perfectionnistes, un petit coup de 800 à l'eau, histoire d'enlever, mais ça sert vraiment pas à grand chose. Si vraiment il est attaqué et qu'on sent les rayures au pouce ou au doigt, on rachète un bouchon et on le réinstalle. Et j'ai vu que il y a beaucoup maintenant de fabricants qui ont une platine ici, montée sur roulement. Oui, c'est un patin en tungstène et on retrouve un système en fait monté sur roulement. Et à chaque fois que la bielle vient taper, en fait, ça fait tourner cet élément. Ça réduit un petit peu la friction entre la bielle et le bouchon. Ça augmente le poids. Ça augmente le poids. Certains diront que ils ont moins de performance. Moi, ça marche comme ça. Pourquoi changer? Voilà. Puis c'est pas pour le prix que ça coûte. Ça vaut une dizaine d'euros peut-être. Un bouchon à patin, ça vaut presque 30 € maintenant. T'en as passé beaucoup depuis que tu as commencé? Non, moi les bouchons, je regarde ce que je viens de dire, je regarde s'ils sont vraiment rayés ou pas. Là, ça va encore, il va repartir. Si vraiment il y en avait une grosse ou il avait fait un serrage, on change tout. Puis généralement, s'il y a un serrage, il n'y a pas que le bouchon. D'accord. Donc pour sortir la bielle, après c'est facile, hein, un doigt, on tire, voilà. D'accord. Tout simplement. Donc on va retirer le 5 transferts qui est là, on va garder donc ton cylindre, voilà. 3 transferts, et donc ça c'est le piston qui est avec celui-ci. Qui était avec, ouais. Donc celui-ci, si on reprend notre jeu, il a l'air d'être un peu... Alors je vais le rentrer légèrement, comme tu m'as dit, sans trop forcer. Voilà. Là, je peux pas aller plus loin. Tiens. J'ai peur que celui-ci soit un peu usé. 1,56. Ouais, effectivement, là, il est vraiment au bout aussi. Ouais. Voilà. Donc celui-là, le dernier coup que tu l'as utilisé, il devait peiner. Il était à 3 et quelques à froid, donc la saison, l'année dernière, plus la dernière course. La dernière course, il commençait à peiner un peu au ralenti, donc ça explique ça en fait. Donc voilà, on se retrouve donc avec un cylindre... J'ai quand même regardé où il s'arrête, mais si l'axe du piston passe complètement, là il passe complètement l'échappement. Et si je force vraiment... Voilà. Et moi, je sais pas forcer autant que ça. Hein. Voilà, mais là, on est vraiment au plus haut du plus haut. Je crois qu'il n'y a même pas 1 millimètre. Il y a 1,39, 1,38. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Pour 3... 3,5, on va dire, 3,5 qui commence à déconner. D'accord. Là, il y a 1,5 mm en trop. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on a donc un ensemble usé de cylindres et pistons. Voilà. Donc sur notre moteur VSB 1 qui a 3 transferts d'origine. Alors pour les plus puristes, ce moteur-là a à peu près 70 litres, ce qui est déjà énorme. D'accord. C'est vraiment énorme. Sur une saison, on en passe quasiment une trentaine quand on compte les courses, les entraînements. Là, oui, il est vraiment, vraiment, vraiment usé. D'accord. Alors justement, tu parlais que les moteurs sont pas
tous aussi costauds que les OS. Non. Et là, tu vois, tu viens d'évoquer donc 70 litres donc de carburant pour ce moteur. Ouais. Alors du coup, les moteurs les plus costauds, donc c'est ceux-là. Ouais. Et les autres marques de moteurs font combien en général? Alors, en général, on s'approche des 20 litres. D'accord. Ouais. Donc tous les 20 litres, on se retrouve avec Ouais. un cylindre piston usé. Ouais. Enfin, un piston usé, puisque le cylindre, c'est pas le qui s'use, hein, tu m'as dit. Hein. Non, non, là, c'est vraiment le piston qui s'use et c'est le diamètre de la chemise, en fait, qui s'augmente. Mhm. Là, on a vraiment le cas. Là, on a donc un piston qui a 70 litres. Mm. Et tu me parlais que donc ça, c'est les moteurs les plus costauds. Et la plupart des autres moteurs, c'est... Alors, la plupart des autres moteurs, on est autour des 20 litres. On va être à peu près franc, c'est à peu près 20 litres. Et surtout les moteurs italiens. Donc, on va pas citer les marques, mais la plupart des moteurs italiens, pour une seule et bonne raison, c'est que eux ont des courses, on va dire, super longues, contrairement à la course longue, où eux, le diamètre de piston est plus petit que la course. Un peu comme en on-road, sur le bitume, comme on disait tout à l'heure. Donc, vu que le piston est déjà plus petit, bah, ton usure est un peu plus rapide, on va dire, par rapport à ceux-là. C'est ce qui m'a fait, moi, rester avec des OS et des courses longues, c'est que déjà, on peut trouver beaucoup de pièces détachées, accessibles, il y en a vraiment partout. Et moteur italien, c'est un peu plus compliqué à trouver des pièces, avoir des explications et tout ça. Donc voilà, moi je sais que quand je prends un moteur neuf, si je fais pas l'andouille avec mes filtres à air, je peux faire largement la saison, mes entraînements, en surveillant toutes les courses ou toutes les 2 courses. On check, chemise piston, le jeu qui reste, on regarde si les roulements ils grattent pas du vilebrequin et ça repart. D'accord. Et quand on le remet en route, déjà on est sûr de l'état de forme où il est. Au lieu de l'arrêter, y retourner, se dire ah oui mais la course d'avant, nanana. D'accord. Donc voilà. Ok, donc un moteur 70 litres. Ce qui est déjà beau. Oui, C'est et déjà beau. usé. Donc là il est vraiment usé. On va aller regarder un peu les roulements. Donc on enlève le volant moteur. Ça tous les mécanos connaissent. C'est un petit arrache hein, tout simplement pour enlever le volant moteur. J'aurais pu taper dessus avec ma pince, mais j'ai pas envie de tordre mon volant moteur tout simplement. Donc un petit arrache, voilà. Tac. Donc là, moteur, ça c'est un volant moteur. Ouais. Il y a plusieurs poids en plus, tu me disais. Alors sur les volants moteurs, la plupart du temps ils sont en aluminium comme celui-là. Oui. Et on en a en option, soit sur les vendeurs de voitures, soit sur les optionneurs, où il se fait en acier, qui sont un peu plus lourds, pour prendre du couple, encore plus de couple dans le bas régime. Généralement on met ça sur les moteurs course carrée. D'accord. Pour avoir encore plus de couple sur le bas régime. Moi j'aime bien l'alu, ça suffit largement pour ce que je fais. Et sur certaines voitures, comme le Kyosho par exemple, tu ne peux pas mettre un grand volant. Tu peux mettre que le 32 mm en diamètre à cause de l'architecture du Kyosho. Et nous sur le Mugen, on roule avec du 34 qui est à peu près la taille passe-partout. Tu as des optionneurs qui font du 33, quelque chose pour que ça aille un peu à tout le monde, tout ça. D'accord. Donc après, pour sortir le vilebrequin, c'est tout simple, hein, juste appuyer dessus. Tac. Et je vais faire une petite parenthèse. Donc là, on a donc un Rodi, donc avec bien les 2 virgules, comme vous voyez. Et donc son traitement. Voilà. On voit bien la petite patte rouge. Et on voit, si on vraiment on détaille bien, on voit les petits chanfreins à droite et à gauche. Donc voilà. Ah, il a une petite marque ici. Ouais. Oui. Alors quand ils ont une petite marque comme ça, c'est signe d'un roulement fatigué. Et ça prend du jeu. Donc peut-être que dans sa précédente vie, le roulement arrière, celui qu'on va enlever juste après, qui est à l'intérieur ici, peut-être qu'il avait commencé à prendre du jeu et à frotter le carter en fait. D'accord. Tout simplement. Et moi quand je l'ai eu, il l'avait déjà. Mais j'avais déjà fait un jeu de roulement. D'accord. Donc quand tu démontes un moteur, tu n'enlèves pas le carburateur? Non, je le laisse. J'ai pas besoin de le démonter. Juste un petit coup de propre et voilà. Je vais faire une parenthèse. Tu vois mon roulement avant, il est couvert de carburant. Oui. Oui. C'est signe qu'il a une fuite et qu'il est usé. Et il peut venir gêner, on va dire, le mélange air-essence du moteur. Parce que ces roulements-là sont étanches, mais étanches, on va dire, à la poussière extérieure. Mais ils n'empêchent pas l'huile de sortir. D'accord. Donc si l'huile sort, l'air peut rentrer. Bien, oui, forcément. Voilà. Si tu le mouilles
Ça ne rentrera pas, Mhm. mais si le carburant sort, l'air peut rentrer. Donc on peut se retrouver avec un ralenti instable, des réglages qui changent d'un tour à l'autre, Eh oui, avec la forcément, dilatation, ainsi du de suite. coup, oui, une admission qu'il y Voilà. a une fuite, une prise d'air. Quoi. Voilà, c'est des moteurs, on le rappelle, 4000 tours minute au ralenti, ça tourne très très vite, donc la moindre chose peut envenimer complètement la mécanique. Et ce que je dis généralement aux pilotes, soit roulement avant, en écoutant sur le bord de piste les moteurs, ou regardez tout simplement dans le soufflet s'il n'y a pas un tout petit trou. Des fois, ça ressemble vraiment à un petit trou d'aiguille, c'est quand on revient remettre les plaquettes de frein, ou un coup de tournevis au réglage. Pardon, excuse-moi. Ouais. Donc voilà. Regardez d'abord si le soufflet a pas un petit trou ou quoi que ce soit. Si le soufflet n'a vraiment rien, ou si vous en avez un sur un autre moteur, vous le changez. Ça, vous pouvez le faire au bord de la piste. Vous faites attention parce que le boisseau qui est en dessous, bah, faut pas qu'il y ait de la poussière qui rentre. Et après, dès que vous faites votre embrayage, bah, vous le sortez comme j'ai fait et vous allez checker le roulement. Là, je vais parler à tous les mécaniciens. Aucun de vous ne fait de la mécanique avec de la poussière autour. Non. Bah, je dis ça. Non, il y a toujours les gros cochons, hein, genre Dylan ou la boiserie, Ouais, voilà. voire Et là- peut-être accessoirement farine de blé. Voilà, donc nous, sur ces moteurs-là, on fait rarement de réparation en pissant dessus. Donc Ok. juste la petite comparaison Voilà. faite, on va continuer sur notre moteur. Voilà. Donc là après, on sort l'outil spécifique pour les roulements. Alors ça sert pas à grand chose de l'avoir chez soi, mais si vous avez un copain qui sait pas quoi faire, bah, il peut acheter ça pour tout le monde. Donc c'est un extracteur de roulement. Donc le kit est compris de 2 outils, un pour le roulement arrière, celui que j'ai dans les mains, et un pour le roulement avant. Et le deuxième outil que vous verrez juste après, il permet aussi de les remettre les deux en même temps. Parce qu'en fait, ça paraît banal, mais remettre les deux ensemble, bah, au moins on est sûr qu'ils sont centrés dans le carter. Parce que c'est usiné, d'accord, mais quand on va remettre les deux roulements, l'outil permet vraiment d'aligner les deux roulements l'un en face de l'autre dans le carter et pas qu'ils soient un petit peu de travers. Oui. Tu vois. Par le passé, quand j'avais pas l'outil, bah, je le faisais à la main, surtout le roulement avant. On le sort avec une clé à douille, on repousse le neuf. Encore une fois, on n'est pas sur des moteurs de 103. Non. Là, on est sur des moteurs qui prennent 40 000 tours minute au maximum, donc on veut de la précision. Exactement. Alors, je suis en train de sortir le roulement arrière. Bah, ça sort. C'est un diaphragme. Voilà. Donc là, il est sorti. Et on va le checker ensemble. Tac. Donc, premier truc à faire. Là, il est complètement couvert d'huile encore. Donc, il gratte pas. On va prendre le jeu. Et le jeu est bien. Il bouge un petit peu, mais rien d'alarmant. Si j'en prends un qui est complètement secoué, par exemple, celui-là, là on voit vraiment qu'il a du jeu. Et on l'entend. Et voilà. Là, il est vraiment trop libre pour un roulement moteur. Donc celui-là, complètement mort. Et celui-là, au contraire, même s'il est couvert d'huile, bah, celui-là, il peut largement repartir hein, sans problème. Mhm. Pour combien de temps? Bah, faudra le checker au bout d'un ou deux entraînements, et ainsi de suite, on va le surveiller. Celui-là peut repartir. Par contre, le roulement avant, on va le changer, puisque lui, il mérite vraiment d'être changé avec cette fuite. Donc, je vais pas faire ça en dégueulasse, je vais sortir avec l'outil. Alors, je vois par contre un petit cône ici. Ouais, c'est le cône pour le volant moteur. Ça permet de le d'accord. centrer sur le vilebrequin. Donc on va le remettre là avec le volant moteur. Donc ton outil, il rentre comme ça dans le carter et reprend la forme du roulement arrière. Mhm. Tac. On vient mettre la cage et on vient serrer. Et par pression, il va sortir en fait. Voilà. Là, il est décollé. Et là, il est en train de sortir. Tac. Et là, il est là. D'accord. Et là, si on fait ça, bah non, bah là, non, non. Il est usé. Ah, il est vraiment usé. C'est un film, Ah oui, mais non, ça... c'est pas un film. Non. C'est pas un film. Comparons ça pour les mécaniciens avertis
vous prenez un galet de distribution et voilà, vous voyez tout à fait de quoi je veux dire, de quoi je parle. Là, on a le jeu, on va dire, d'un galet qui a dépassé sa date d'utilisation au moins de 2 courroies. En fait, c'est C'est pas le. vraiment du jeu. Là, la différence avec l'échelle 1, c'est que c'est pas trop le bruit, c'est vraiment le jeu qui prenne. Parce que à l'échelle 1, ça tourne forcément moins vite. Hein. Un rupteur, même essence, c'est 5-6 000 tours à l'heure actuelle. Là, on a 40 000 tours minute. Quand tu vois la taille des roulements. Et alors, forcément, c'est pas des roulements qu'on va prendre chez Cetib. Non. Des roulements, là, on a des roulements qui sont vraiment faits pour prendre de la vitesse, des tours minutes. Donc, c'est pas des roulements standards. C'est vraiment des roulements Swiss made. Et on a plusieurs qualités. Et en TT, moi je ne me prends pas la tête, je prends les roulements d'origine du constructeur chez OS. Donc on va se retrouver donc avec un roulement avant et un piston. Du coup, piston bielle on change chemise, piston bielle, c'est un kit. Chemise, piston bielle. On change les trois. D'accord. Voilà. Donc ce moteur a donc 70 litres. Et du coup, quand tu vas le refaire, tu vas aussi vérifier tes joints de carbu. Non, parce que le dernier entraînement, le dernier roulage que j'ai fait avec, il allait encore bien. Il commençait à caler, donc ça pressentait exactement on retrouve le donc moteur. du coup le pourquoi il calait, Voilà. du coup, Voilà. Et le carburateur, je l'avais refait peut-être quand je l'ai acheté, parce que c'est un moteur que j'ai acheté d'occasion, celui-là. Donc j'avais déjà dû sûrement faire un jeu de joint, je vais regarder dans mes notes, mais le carbu, non, je vais pas le changer, c'est pour ça que je le démonte même pas. Et on va juste refaire chemise piston bielle, roulement avant, le remettre au banc de rodage et il va repartir pour les entraînements ou peut-être même faire une régionale ou un grand prix. Et puis voilà. Okay. Et là, dans ce cas de figure-là, c'est encore intéressant de changer les éléments. Puisqu'on n'est pas au prix d'un moteur complet. Hein. Ceux-là avoisinent les 400 € complet. Un roulement avant, ça vaut 10 €. Celui-là. Et un chemise piston bielle, on doit être dans les 150. D'accord. Donc si le bouchon, il a rien, on a regardé. La culasse a rien. Le joint de décompression, j'en ai d'avance. Et ça vaut pareil, peut-être 2 € les 5. Une bougie neuve. Une bougie neuve, et puis voilà, là ça va faire un moteur à moins de 200 € reconditionné pour faire de l'entraînement, c'est très bien. Le moteur entrée de gamme chez OS 9 vaut 300. D'accord. Donc on est encore en dessous. Donc, on reste, puis en plus on est sur des pièces qui sont peu usables, on va dire, qui ne se suivent pas en elles-mêmes. Voilà. Non. Celui-là, tant qu'il n'a pas pris une bielle dans le corps, il est encore valable, et puis... Après, le Villebrequin... Alors, le Villebrequin, il y a un doute. Rodi m'avait appris que les Villebrequin DLC, comme celui-là, on pouvait faire 2 jeux chemise piston bielle. D'accord. Ce qui vient vraiment l'user et forcer sur le manneton, c'est le rodage. Donc, du coup, voilà, c'est la trace qui était à l'arrière du Villebrequin qu'on retrouve ici, conséquente et peut-être amplifier encore ce truc-là. Donc voilà, le roulement là qui confirme. Le fait qu'il calait donc sur la fin de saison, on le retrouve là sur la hauteur de piston, donc du coup un cylindre et un piston usé, un ensemble. Ouais. Et voilà, donc tu m'as dit 10, ici 150, ici une bougie. Une bougie, on est à 13 €. 13 €, voilà. Donc on se retrouve avec un moteur donc refait avec des pièces neuves, qui aura besoin d'être rodé bien sûr, et on a un moteur qui est parfaitement opérable pour une saison. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ça vaudrait le coup. Voilà. Tu le reprends en 3 transferts aussi ? On va le remonter en 3 transferts aussi, celui-là. D'accord. Je vais pas chercher la petite bête, comme on dit. Vu que j'ai mon B5 9 et le B3, je vais le remonter en 3 transferts aussi. D'accord. Comme là, il était bien. D'accord. Et celui-ci, donc, ce sera ton moteur principal pour la saison. Celui-là, ça sera le moteur pour les championnats de France, surtout. D'accord. Donc il fera pas d'entraînement, il sera vraiment dédié que pour les 5 manches, qu'il soit vraiment au top et qu'on n'ait pas une usure, on va dire prématurée piston-chemise dessus. Donc celui-là, il va vraiment faire que les 5 manches de championnat de France. Ça va vraiment être sa mission. Et les à côté se fera avec le B1 reconditionné.
Et j'ai encore un moteur, le B3, encore à côté, si vraiment il faut un moteur de secours, voilà quoi. Mais Bah, ce sera principalement celui-là, ton moteur ça de sera secours. celui-là, le moteur de secours, ouais. Ok. Eh ben écoutez, voilà. Vous avez vu donc un démontage donc d'un ensemble complet moteur OS, donc de chez préparé par Rodi, donc un des premiers, un VSB3. B1. B1, pardon. VSB1, ouais. VSB1, voilà, donc un des premiers moteurs de chez Rodi. On peut voir, donc maintenant vous avez compris comment on connaît l'usure donc des pièces. Vous avez vu comment fonctionne donc l'arrivée de carburant sur le moteur, donc le fait que l'essence passe par le milieu du vilebrequin. Donc pour ceux qui n'avaient jamais vu un moteur nitro, je pense que ça va être assez intéressant à découvrir et à comprendre le fonctionnement de ces petits moteurs qui sont, somme toute, génial, hein, parce que c'est les moteurs, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais la plupart des mécaniciens n'ont jamais pris le temps de comprendre, puisqu'on passe notre temps souvent à apprendre d'autres choses en mécanique de ce qui nous sert tous les jours, mais c'est toujours intéressant de se cultiver comme ça avec toi qui est donc utilisateur de ces moteurs depuis 10 ans. Ouais. Et donc qui est aussi mécanicien par la force des choses du coup. Par la force des choses, ouais, voilà. Pas de Eh souci, au contraire. Moi, partager le truc, moi ça me va. Ok. Ça va. Merci beaucoup. Bah, de rien. On verra, on rajoutera donc en vidéo le remontage de ce moteur avec les pièces neuves bien sûr. Et puis peut-être un extrait du passage au banc, au rodage, ouais, on verra. Voilà. Si vous voulez. Oh bah c'est pas si on veut, c'est comme on veut. Eh bah, y a pas de souci. Voilà. Ça Merci beaucoup, De Alex. rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Il reste un dernier carton, mais... Non, pas tout de suite.